Let's see, extravagant. Oh, I went out and bought a really interesting used Aston Martin, and then decided it was just too much for him. L'homme qui tenait un journal intime avec Barbra Streisand écrit maintenant les passages les plus difficiles de sa vie. James Brolin, qui l'a demandé en mariage à 3 reprises avant qu'elle ne dise « oui », a récemment annoncé au producteur qu'il ne pouvait pas s'engager pour le moment. Leurs comptes bancaires respectifs fusionnent enfin, tandis que les factures médicales s'accumulent. Après leur 25e anniversaire l'année dernière, le couple fait face à son plus grand défi. Des sources proches d'Hollywood révèlent que Brolin a refusé un rôle à 2 millions de dollars juste pour rester à la maison. Son prochain chapitre pourrait bien être le plus déchirant. James Brolin est né. Craig Kenneth Bruder-Lynn le 8 juillet 1940, lors d'une canicule à Los Angeles. Il faisait 40 degrés le jour de son arrivée. Son père, Henry, un entrepreneur prospère, a eu du mal à se rendre à l'hôpital. Il est arrivé 12 minutes seulement avant la naissance de Craig. Henry dirigeait sa maison avec rigueur. Dès l'âge de 4 ans, Craig avait des tâches quotidiennes et des évaluations hebdomadaires de son comportement. Sa mère, Helen, avait autrefois travaillé comme figurante au cinéma, mais elle n'en avait jamais parlé à Craig. Elle ne voulait pas qu'il soit distrait par l'école. Craig était un enfant réservé, en partie à cause d'un asthme sévère. À 7 ans, il passa 45 jours à l'hôpital. Pourtant, il avait l'esprit vif. À 9 ans, il démonta et remonta la montre de son père. Ses professeurs remarquaient ses talents en mécanique, mais personne n'aurait pu deviner à quel point il deviendrait obsédé par James Dean. À 15 ans, Craig a vu à l'est d'Aden, et cela a tout changé. Tous les samedis pendant 6 mois, il parcourait en secret 27 km à vélo jusqu'à Griffith Park. Là, il a copié la démarche de Dean, sa voix, son regard. Dans sa chambre, il a caché 73 coupures de presse de James Dean derrière une affiche. Il a économisé plus de 200 $ en livrant des journaux et a acheté un appareil photo 8 mm. Il a filmé 24 reconstitutions muettes avec les enfants du quartier. Lorsque Dean est décédé dans un accident de voiture, Craig est resté silencieux pendant 11 jours. Son professeur de théâtre a retrouvé l'un de ses courts-métrages et l'a envoyé à l'UCLA sans le prévenir. Ce film a reçu une mention honorable de Nicholas Ray, celui-là même qui avait dirigé Dean dans La Fureur de vivre. Ce moment a scellé le rêve de Craig de devenir acteur, même si sa timidité le faisait vomir avant chaque audition. En 1960, on lui a conseillé de changer de nom. Le studio trouvait que Bruder-Lynn sonnait trop allemand. Ils avaient même des statistiques. Les noms courts aux sonorités dures étaient mieux reconnus. Craig ne voulait pas le faire. Il a eu 7 réunions pour s'y opposer. Mais le studio a gagné. Ils lui ont donné James à cause de son obsession pour James Dean. Son père ne lui a pas adressé la parole pendant plus d'1 an. Sa mère a envoyé ses nouvelles photos à sa famille pour tenter de lui expliquer. Pendant 214 nuits, James n'a pas pu dormir sans médicaments. Et après tout ça, le studio Louis a dit qu'il se comportait trop comme Dean, exactement ce qu'ils avaient demandé. En 1966, Brolin a obtenu de petits rôles dans la série télévisée Batman. Il a d'abord joué un caissier de banque. Le réalisateur a apprécié la façon dont il a laissé tomber les sacs d'argent, ce qui lui a permis d'obtenir plus de temps à l'écran. Des mois plus tard, un autre réalisateur lui a confié le rôle de l'effaceur, ignorant qu'il avait déjà joué dans la série. Il s'est même cassé 3 côtes en réalisant ses propres cascades. Adam West l'a ensuite choisi pour un 3e rôle. Personne sur le plateau n'a remarqué qu'il avait déjà été choisi 2 fois. Il était sans domicile fixe à l'époque, vivait dans une Chevrolet de 1958 et utilisait les douches du gymnase des studios Fox. En 1967, tout s'écroule. Il joue dans L'Affaire du Cap, un film qui, selon lui, serait un échec. Il envoie des notes de service concernant le scénario raté et les problèmes culturels. Personne ne l'a écouté. Le film a été un échec. Il a été licencié alors qu'il rendait visite à sa mère à l'hôpital. Pire encore, Fox exigea qu'on lui rende 11 400 $ de salaire. Il était ruiné. Pendant 18 mois, il n'a pas pu trouver de travail. Il devint mécanicien à Van Nuys, réparant des voitures pour des gens qui ignoraient qu'il était autrefois une étoile montante. Puis, le destin s'en mêla. Un cadre d'Universal apporta sa voiture en réparation et fut impressionné par l'éthique de travail de Brolin. Il lui a proposé un essai. Ce test a mené Brolin au rôle qui a changé sa vie. Il est devenu le Dr. Stephen Kiley dans Marcus Welby, MD.
La série a débuté en 1969 et a été diffusée jusqu'en 1976. Brolin incarnait un jeune médecin à moto travaillant avec un partenaire plus âgé. La série connut un immense succès. En 1970, il remporta un Emmy. 2 Golden Globes ont suivi. Dès sa 2e saison, la série était la plus regardée sur ABC. Elle abordait des problèmes médicaux graves comme le cancer, la dépression et la maladie d'Alzheimer. Un épisode sur l'homosexualité a suscité des protestations. Mais Brolin est resté attaché à une narration riche en sens. En 1972, il a endossé un rôle plus sombre dans Skyjacked. Il y incarnait un vétéran du Vietnam perturbé qui détourne un avion. Il a donné la réplique à Charlton Heston. Le film était intense et dramatique. Et Brolin a su rendre le personnage réaliste. Les critiques ont dit qu'il avait parfaitement interprété le pirate de l'air déchaîné, même si c'était un peu exagéré. Cela a montré qu'il pouvait dépasser l'image d'un médecin calme. Puis vint Westworld en 1973. Il incarnait John Blaine, un visiteur confiant dans un parc d'attractions où les robots ressemblaient et se comportaient comme des humains. Ce film de science-fiction à succès utilisait pour la première fois les premiers effets numériques. Le personnage de Brolin est tué à mi-chemin dans une scène choquante. Ce retournement de situation a rendu le reste du film encore plus intense. Son interprétation a donné au film profondeur et contraste. En 1979, Brolin s'est lancé dans l'horreur. Il a incarné George Lutz dans Amityville Horror. Au début, il n'était pas convaincu par le film, jusqu'à ce qu'il soit pris de panique en lisant le scénario. Son pantalon est tombé tout seul d'une chaise. Il a pris cela comme un signe. Le film a connu un immense succès au box-office, engrangeant plus de 80 millions de dollars. L'interprétation de Brolin dans le rôle d'un homme en voie de disparition était glaçante. Elle reflétait les craintes d'un effondrement financier et la pression familiale que beaucoup ressentaient à la fin des années 1970. En coulisses, lui et sa co-star Margot Kidder se sont affrontés, mais la tension a servi l'histoire. En 1985, Brolin a montré son côté humoristique avec une apparition dans Pee-wee's Big Adventure. Il y incarnait une fausse version de Pee-wee, un agent secret suave. C'était un clin d'œil astucieux à son quasi-rôle de James Bond. Parallèlement, il jouait dans la série télévisée Hotel, diffusée pendant 5 ans et offrant à Brolin une carrière stable. Il incarnait Peter McDermott, le directeur raffiné d'un hôtel de luxe de San Francisco. Chaque épisode proposait une nouvelle intrigue, de nouveaux invités, et Brolin était au cœur de l'intrigue. Il a même réalisé certains épisodes. Il a été nommé 2 fois aux Golden Globes durant cette carrière. Cela a également amené une nouvelle personne dans sa vie. Sa future épouse, Jan Smithers, a été invitée à jouer pendant son divorce difficile. Entre-temps, Barbara Streisand naissait à Brooklyn le 24 avril 1942. Ses parents étaient Diana, secrétaire d'école, et Emmanuel, un professeur respecté. Il gagnait 400 $ par an, ce qui suffisait à peine à subvenir aux besoins de la famille dans leur petit appartement, alors que Barbara n'avait que 15 mois. Son père est décédé d'une crise d'épilepsie. La famille n'avait que 250 $ d'économie et a dû emménager chez ses grands-parents. Barbara n'a jamais connu son père, mais a retrouvé plus tard un mot qu'il avait écrit dans son carnet de bébé. J'ai le sentiment que ce sera un événement spécial. En 1949, sa mère s'est remariée et Barbara a eu une demi-sœur. Mais la vie n'a pas été plus facile. Son beau-père était froid et lui avait un jour dit qu'il briserait son moral. En 1958, à seulement 6 ans, Barbara quitta la maison. Elle n'avait nulle part où aller et pas d'argent. Pendant 1 an et demi, elle a vécu où elle le pouvait, sur les canapés de ses amis, dans de vieux lits de camp et même dans les escaliers de secours en été. Elle avait une valise fermée par du ruban adhésif, contenant 3 tenues, 2 paires de chaussures et 12 disques. Malgré cela, elle continuait à être assidue à l'école. Elle étudiait dans des bibliothèques et des restaurants et travaillait à temps partiel pour 75 cents de l'heure. Elle ne gagnait que 17 $ par semaine, mais parvenait à tenir le coup en rendant visite à sa mère 2 fois par semaine, juste à temps pour le dîner, afin de pouvoir manger sans avouer qu'elle était sans abri. Elle porta le même manteau pendant 3 ans, le réparant elle-même et le teignant même d'une couleur différente avec des restes de matériel de costume. En 1960, Barbara travaillait comme ouvreuse dans un théâtre, gagnant un peu plus de 46 $ par semaine. Elle revit la même pièce, La Mélodie du Bonheur, plus d'100 de fois.
Elle mémorisait chaque scène et, avant le travail, elle s'entraînait à chanter seule au théâtre. Un soir, un régisseur l'entendit chanter. Pensant qu'elle était une doublure, il lui demanda qui elle était. Elle a osé annoncer qu'elle auditionnait, même si ce n'était pas le cas. Sur place, elle a chanté pour 3 directeurs de casting qui se trouvaient par hasard dans les environs. 2 jours plus tard, elle se produisait dans une boîte de nuit pour 5-8 $ pendant le week-end, soit le double de son salaire habituel. Mais le théâtre l'a renvoyée pour avoir enfreint le règlement. Peu importe, elle venait de faire ses premiers pas dans le show business. Jusque-là, elle n'avait jamais pris de cours de chant. Elle a appris en chantant dans les escaliers et le métro, en testant les échos et en attirant de petites foules. Plus tard cette année-là, elle logeait chez un ami, Barry Danon, dans un minuscule appartement surchauffé. Il l'a convainquie d'enregistrer 3 chansons. Ils utilisaient un vieux magnétophone à bobine. Et Barbara devait rester immobile à exactement 69 cm du micro. Lorsqu'ils ont écouté la cassette, Barry a laissé tomber sa tasse de café sous le choc. Il a dit que sa voix était inimitable. Il a fait écouter la cassette à 14 personnes du monde de la musique. Certains n'y croyaient pas. Un directeur de maison de disques pensait qu'elle avait été enregistrée par un professionnel et refusait de croire qu'il s'agissait d'un adolescent sans formation. Mais la vérité éclata, et cet enregistrement brut fut plus tard conservé à la Bibliothèque du Congrès. Puis vint la nuit où tout bascula. C'était en septembre 1960. Barbara, à peine âgée de 18 ans, est montée sur scène dans une boîte de nuit vêtue d'une robe à 6 $ achetée dans une friperie. Ses boucles d'oreilles n'étaient pas assorties. Elle avait déjà été refusée à 7 auditions ce mois-là, souvent taxée d'étrangeté. Un producteur lui a même dit qu'elle avait une voix de millionnaire, mais un visage de 5 sous. Mais ce soir-là, elle a chanté « Cry Me a River » et a enchaîné avec une version humoristique de « Qui a peur du grand méchant loup ?» La foule est restée silencieuse. Ils ont ensuite applaudi pendant près de 5 minutes. Elle a obtenu la note parfaite des juges, une première dans ce genre de spectacle. Un critique sévère a même écrit que son nez pourrait devenir aussi emblématique que sa voix. En 2 mois, elle cumulait 23 contrats rémunérés. Elle avait prouvé que le talent n'était pas forcément synonyme de beauté. En 1961, elle fit un choix audacieux. Elle changea de nom, abandonnant le 2e A pour devenir Barbara. Elle disait que cela la faisait sortir du lot. Elle avait conservé son accent de Brooklyn, refusé une opération pour changer de look et continuait à chanter les chansons qu'elle aimait. Par une nuit glaciale, seulement 7 personnes étaient venues à son spectacle. Elle s'en fichait. Elle se comportait comme si la salle était bondée. Elle refusait de se changer pour s'intégrer. Et ça a marché. Puis vint Broadway. En 1962, elle incarna Miss Marmelstein dans un spectacle intitulé « I Can Get It For You Wholesale ». Elle avait 39 degrés de fièvre la veille de l'audition. Pourtant, elle s'est présentée. Les réalisateurs ont failli couper sa scène principale parce qu'elle était trop étrange. Mais elle s'est battue pour l'obtenir. Lors de la première, le public l'a fait chanter 3 fois. Elle n'était qu'une actrice secondaire. Mais les critiques ne parlaient que d'elle. Le journal l'a qualifiée de la plus drôle de Broadway depuis Fanny Brice. Elle a commencé à gagner 175 $ par semaine, mais son contrat a été renégocié 5 fois. En 1963, Barbara a sorti son premier album. Columbia Records n'en a tiré que 0 exemplaires. Ils pensaient que ce serait un échec. Il n'y avait pas de tube, juste des airs de spectacle et des ballades. Mais il s'est vendu à 150 exemplaires en 1 mois. Elle avait le contrôle total. C'est elle qui a choisi les chansons. Elle a même refusé une couverture en couleur et opté pour une simple photo en noir et blanc. C'était contraire à tous les conseils marketing. Cet album lui a valu un Grammy de l'album de l'année. Elle a battu Frank Sinatra. Certains votants des Grammy Awards étaient tellement mécontents qu'ils ont abandonné. Dans son bref discours, elle a déclaré « Ce n'est pas de la chance. C'est ce qui arrive quand on n'écoute pas ceux qui ne comprennent pas notre vision. » Un an plus tard, elle incarnait Fanny Brice dans Funny Girl. La fille de Brice ne voulait pas d'elle pour le rôle. Elle trouvait Barbara trop Brooklyn, trop juive et pas assez jolie. Les investisseurs ont déboursé plus d'1 million de $ lorsqu'ils ont appris qu'elle avait obtenu le rôle. Mais Barbara a tout donné. Elle a interprété le rôle 867 fois, ne manquant que 2 représentations. Même lorsqu'elle a eu une pneumonie, elle n'a pas arrêté. Elle chantait des chansons écrites spécialement pour elle, car sa voix avait une tessiture de 3,5 octaves. Dans une scène,
Un arroseur s'est brisé et l'a trempé. Mais elle a continué à chanter. Le réalisateur a adoré et l'a intégré au spectacle. Lorsque le spectacle fut transféré à Londres, les critiques furent acerbes. Mais à la fin, les billets étaient vendus au marché noir pour 150 livres. Une somme exorbitante à l'époque. En 1965, elle signa un contrat télévisuel avec CBS. Le contrat valait 5 millions de dollars pour 10 émissions spéciales. Elle n'avait que 23 ans, mais il lui donnait un contrôle total. CBS ne pouvait rien changer sans son accord. Il ne pouvait pas interrompre ses chansons avec des publicités. Son premier spectacle, My Name is Barbara, a transgressé toutes les règles. Elle a commencé le spectacle en chantant seule dans le noir. Les dirigeants étaient terrifiés, mais 71% des téléspectateurs ce soir-là étaient à l'écoute. Elle a remporté 5 Emmy Awards. Elle a même monté toute l'émission elle-même. Le réalisateur a admis plus tard avoir simplement suivi ses instructions. En 1968, Barbra Streisand quittait la scène de Broadway pour entrer dans l'histoire du cinéma. Elle jouait Fanny Brice dans Funny Girl, le rôle même qui l'avait rendue célèbre sur scène. Le film a connu un succès fulgurant et est devenu le film le plus rentable de l'année aux États-Unis. La performance de Barbara était si puissante qu'elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. C'était son tout premier film. Plus choquant encore, elle a été ex aequo avec Katharine Hepburn, la seule ex aequo dans cette catégorie aux Oscars. Le film a remporté 8 nominations aux Oscars et a confirmé que Barbara n'était pas seulement une star de théâtre, mais aussi une star de cinéma. Des années plus tard, la Bibliothèque du Congrès a préservé Funny Girl comme trésor national. Mais Barbara ne s'est pas contentée des comédies musicales. En 1972, elle a pris un risque majeur avec What's Up, Doc? Une comédie déjantée avec Ryan O'Neal. Au début, elle a détesté le scénario et a déclaré aux journalistes que ce serait un échec. Mais en coulisses, des changements majeurs ont été opérés. Son personnage a été réécrit pour être plus drôle, tandis qu'O'Neal jouait le personnage sérieux. Ça a fonctionné. Le film a été un succès, devenant le 3e film le plus rentable de l'année. Barbara a empoché $500 pour ce rôle, soit plus que sa partenaire, et les critiques ont salué son talent comique. Le film est devenu un classique, se classant parmi les meilleures comédies américaines. L'année suivante, Barbara partageait de l'affiche avec Robert Redford dans Nos plus belles années. Le film racontait l'histoire d'un militant juif passionné et d'un écrivain charmant. Dans une période de tension politique aux États-Unis, le budget n'était que de 5 millions de dollars, mais le film a rapporté 50 millions de dollars. Ce film valut à Barbara une nouvelle nomination aux Oscars et lui valut un prestigieux prix du cinéma italien. La chanson titre, qu'elle interpréta, devint le plus grand succès de 1974 et se vendit à plus de 2 millions d'exemplaires. Des décennies plus tard, elle fut intronisée au Grammy Hall of Fame. Barbara souhaitait désormais avoir plus de contrôle sur son travail. En 1972, elle créa sa propre société de production, Barwood Films. Son premier projet fut Up the Sandbox, un film étrange mais audacieux sur une femme au foyer qui s'ennuie et s'évade dans ses fantasmes. Ce n'était pas un succès au box-office, mais les critiques ont salué son approche audacieuse du féminisme. Ils ont comparé sa présence à l'écran à celle de légendes comme Greta Garbo. Roger Ebert a déclaré qu'elle incarnait une femme qui se fichait de l'opinion des autres, un personnage rare au cinéma à l'époque. Puis vint A Star is Born en 1976. Barbara n'y joua pas seulement. Elle le produisit et aussi, la chanson d'amour du film, Evergreen, connut un immense succès. Barbara a coécrit la chanson et est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à remporter un Oscar pour sa composition musicale. La chanson a également remporté un Grammy et un Golden Globe. Son interprétation lui a valu un autre Golden Globe. Et Evergreen a ensuite été classé parmi ses meilleures chansons. Ce genre de succès n'a pas été facile à obtenir. Barbara s'est battue avec acharnement pour conserver le contrôle créatif, notamment lorsqu'elle a réalisé son premier film, Yentl, en 1983. Il lui a fallu 15 ans pour le réaliser. 12 studios ont refusé avant que l'un d'eux ne lui accorde finalement un budget de 14,5 millions de dollars. Elle travaillait 20 heures par jour, se couvrait de liens serrés et dirigeait une équipe de 168 personnes, majoritairement masculines. Certains ont même parié sur son échec, mais elle leur a prouvé le contraire. Le film a rapporté plus de 40 millions de dollars. Pourtant, un électeur a admis avoir refusé de voter pour elle simplement parce qu'elle était une femme. À l'époque,
Seulement 0,5% des films des grands studios étaient réalisés par des femmes. Après les excellentes critiques de Yentl en 1984, les Golden Globes refusèrent de nommer Barbara dans la catégorie principale de la réalisation. Ils lui instaurèrent un prix unique, celui de la meilleure réalisatrice dans une comédie musicale ou une comédie. L'année suivante, cette catégorie disparut. Barbara a poliment remis cela en question lors de la cérémonie, demandant pourquoi il ne l'avait pas simplement incluse avec les autres. Son cas est devenu si célèbre que le Congrès l'a utilisé plus tard comme preuve de discrimination sexuelle à Hollywood. Les années ont passé, mais Barbara n'a pas cédé. En 1991, elle revient à la réalisation avec Le Prince des Marais. Il lui faudra 27 versions et 3 ans pour mettre au point le scénario. Elle tourne en Caroline du Sud, pays dévasté par l'ouragan, et engage même des dizaines d'habitants qui ont perdu leur maison. Le film a rapporté 63 millions de dollars et a été nommé 7 fois aux Oscars. La Guilde des réalisateurs l'a finalement honoré, devenant la première femme à être nommée en 44 ans d'histoire. Mais les Oscars ne lui ont pas décerné la nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur. L'indignation grandit lorsqu'on apprit que 94% des votants pour les Oscars étaient des hommes. En 1995, Barbara entra à nouveau dans l'histoire. Elle réalisa son concert spécial pour HBO et remporta le Directors Guild Award de la meilleure réalisation télévisuelle, devenant ainsi la première femme à remporter ce prix. Le spectacle comptait 11 caméras, 125 membres d'équipe et 223 caméras. Pendant ce temps, Barbara luttait contre un trac paralysant, dû à un concert de 1967 où elle avait oublié les paroles. Cette peur l'avait tenue éloignée de la scène pendant 27 ans. L'émission spéciale a attiré 26 millions de téléspectateurs et a rapporté 93 millions de dollars. Lors de la cérémonie, Barbara a souligné que seulement 3,7% des postes de réalisatrice télévisuelle avaient été attribués à des femmes. Sa victoire s'est survenue 25 ans après sa première contestation de la DGA sur ce même sujet. Derrière les projecteurs, la vie personnelle de Barbara fut souvent douloureuse. Elle épousa l'acteur Elliot Gould en 1963. Leur fils, Jason, naquit en 1966. Barbara a annulé une tournée d'1 million de dollars lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle adorait être mère et emmenait souvent Jason avec elle au travail. Mais son mariage en a pâti. Gould luttait contre le jeu et la drogue. Ils vendaient leurs affaires pour financer ses addictions et Barbara craignait les conséquences pour leur enfant. Ils se séparèrent en 1969 et divorcèrent en 1971. James Brolin et Barbara Streisand se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé le 1 juillet 1996. Cela a failli ne pas se produire. Tous deux avaient la cinquantaine et avaient connu des relations amoureuses ratées. Streisand était divorcée depuis 1971. Brolin venait de mettre fin à son second mariage et avait une dette de 1,4 million de dollars. Leur amie, Linda Bruckheimer, les avait arrangés après 2 annulations précédentes. Brolin devait en fait rencontrer une autre femme ce soir-là, mais il a changé d'avis à la dernière minute. Il a pris du Valium par anxiété. Streisand s'attendait à un homme robuste et barbu, mais il l'a trouvé rasé de près pour un autre rôle. Ils ont fini par discuter pendant 6 heures. Ils ont ensuite réalisé qu'ils étaient nés à seulement 5,5 km l'un de l'autre. À Los Angeles, dans les 30 premières secondes, Streisand lui a demandé « Qui a décoiffé tes cheveux ?» Elle ne voulait rien dire de mal. Mais Brolin a été profondément touché. Son ex-femme n'avait jamais fait de remarques sur son physique depuis 11 ans. Cette remarque lui était restée en mémoire. Il a failli partir, mais quelque chose dans son regard l'a poussé à rester. Cette nuit-là s'est terminée à 3h27 du matin, lorsqu'elle lui a demandé une mèche de ses cheveux. Elle l'a gardée. Elle est maintenant encadrée chez eux, accompagnée d'un mot manuscrit. Plus tard, elle a admis que 17 minutes seulement après l'avoir rencontré. Elle l'avait senti différent des 28 rendez-vous arrangés qu'elle avait eus au cours des 3 dernières années. Brolin a tenté de le demander en mariage à 3 reprises. La première fois, 87 jours après leur rencontre, dans une montgolfière au-dessus de la Napa Valley. Il lui a offert un diamant de 3,9 carats d'une valeur de 250 $. Elle a refusé. Elle avait une règle de 2 ans après une mauvaise expérience avec un ancien fiancé. La deuxième demande en mariage eut lieu le soir du Nouvel An 1997, à New York.
Il lui joua sa chanson d'enfance préférée et s'agenouilla devant 14 amis. Elle refusa à nouveau. La troisième fois a fonctionné. C'était le 15 mars 1998, lors d'un pique-nique chez elle à Malibu. Cette fois, il lui a remis une lettre de 24 pages contenant 98 raisons pour lesquelles ils étaient faits l'un pour l'autre. Ce qu'il ignorait alors, et qu'elle n'a révélé dans ses mémoires que des années plus tard, c'est qu'elle était secrètement fiancée à un autre homme lors de leur première rencontre. Elle a rompu après leur 5e rendez-vous. Ils se sont mariés exactement 2 ans après leur premier rendez-vous. Le 1 est juillet 1998. Le mariage a coûté 1,4 million de dollars. Il s'est déroulé dans la maison de Streisand à Malibu. La sécurité était renforcée. Il y avait 37 gardes, une zone d'exclusion aérienne et des accords de confidentialité assortis d'amendes de 250 $. La cérémonie a débuté à 20h47, heure exacte de leur première rencontre. 15 roses blanches et orchidées ont été acheminées par avion depuis 4 pays. Parmi les invités figuraient Tom Hanks, Oprah Winfrey, les Clinton et Marlon Brando. Streisand portait une robe avec une traîne de 8,2 mètres. Brolin portait un tailleur Armani avec des boutons de manchette en diamant. Elle a écrit une chanson pour la cérémonie, intitulée « I've Finally Found You », interprétée par une chorale d'enfance de sa fondation. Lors de la réception, Brolin a prononcé un discours de 273 mots à 23h43. Streisand l'a fait encadrer. Il a dit « Chaque nuit est une nouvelle aventure. Dormir est une perte de temps. J'ai hâte de la revoir demain matin. » Il luttait contre l'insomnie depuis 27 ans. Elle était devenue son remède. Ils avaient passé 642 nuits ensemble avant le mariage. Ils lisaient de la poésie au lit, faisaient des mots croisés et partageaient des souvenirs qu'ils n'avaient jamais racontés à personne. Ce soir-là, Brolin joua également un morceau de piano qu'il avait secrètement appris, intitulé « La berceuse de Barbara », en orthographiant son nom de façon inappropriée pour faire une blague. John Travolta raconta plus tard que Brolin avait tenu un journal de chaque journée passée ensemble, journal qu'il comptait lui offrir pour leur 25 et anniversaire de mariage. Ils ont franchi cette étape en 2023. Dès le début de leur mariage, ils avaient des comptes bancaires séparés. Ils ont appelé cela la bifurcation. C'est Brolin qui a eu cette idée après avoir perdu 3 millions de dollars lors de son second divorce. Il a dit qu'il partageait même les notes du dîner tous les mardis. Streisand valait 400 millions de dollars, et Brolin 60 millions. Cela a donc permis de maintenir l'équilibre. Ils partageaient un seul compte, avec 800 $ pour la maison. Dans une interview en 2023, Brolin a déclaré que cette configuration les avait épargnés des conflits financiers qui ont ruiné d'autres mariages à Hollywood. Pendant le confinement lié à la COVID-19, leur lien s'est encore renforcé. Alors que de nombreux couples se séparaient, ils sont retombés amoureux. Ils ont passé 425 nuits d'affilée ensemble. Ils se sont réveillés à 6h45, ont médité et préparé le petit déjeuner. Ils ont fait 37 puzzles, un pour chaque année de mariage possible. Ils ont regardé The Crown et Bridgerton 2 fois et ont joué des scènes en costume. Ils ont même écrit un journal de 278 pages pendant le confinement, dont Brolin a laissé entendre qu'il pourrait devenir un mémoire. Leur matelas suédois à 35 $ est devenu leur quartier général. Ils l'appelaient la salle de réunion. Il y avait des supports spéciaux pour chacun d'eux, des emplacements pour les documents et des oreillers qui se transformaient en supports pour ordinateurs portables. C'est depuis ce lit qu'ils ont pris des décisions importantes pour leur carrière. Streisand a même écrit des chansons pour son album While Lying There de 2018. Ils passaient 4 à 6 heures par jour sur ce matelas. Leur chambre avait été insonorisée pour un coût de 575 $. Brolin a déclaré que la plupart de leurs meilleures idées leur venaient de cet espace calme. Lorsqu'ils se disputaient, ils se promenaient. Ce n'était pas un hasard. Ils suivaient des règles strictes, pas de téléphone, respiration profonde tous les 30 pas, et marchaient dans des directions opposées sur leur propriété de 1,2 hectares. Après 17 minutes, ils sont revenus et ont écrit un journal sur ce qu'ils ressentaient. Ils ont utilisé cette méthode au moins 217 fois. Une fois, lors d'une dispute à propos du livre de Streisand en 2019, ils ont fait 7 promenades en 3 jours. Même en vacances, elles se demandaient au personnel de l'hôtel des sentiers de promenade séparés. Brolin a expliqué que la marche aidait leur cerveau à se calmer et à résoudre les problèmes naturellement.
Streisand s'est également consacrée à sa passion pour la santé cardiaque des femmes. Elle a lancé la campagne Fight the Lady Killer en 2014. Elle a été choquée d'apprendre que les maladies cardiaques tuent plus de femmes que tous les cancers réunis. Elle a contribué au financement d'un centre cardiaque à Cedars-Sinai et a milité pour une plus grande sensibilisation. Elle a donné une importante conférence au National Institutes of Health en 2018. Elle y a expliqué que les femmes reçoivent souvent des soins cardiaques moins performants que les hommes. Sa campagne a contribué à réduire le nombre de décès, passant d'une femme sur 3 à 1 sur 4. Elle a également passé 10 ans à écrire ses mémoires. My name is Barbara. Parus en 2023. Il compte 970 pages. Elle les a entièrement écrits à la main. Elle y avait déjà réfléchi dans les années 1990. Jacqueline Kennedy lui avait même demandé de l'écrire. Les critiques ont salué son honnêteté et son style. Brolin a plaisanté en disant qu'elle avait probablement écrit la majeure partie de son travail au lit sur leur matelas luxueux. En 2025, Brolin a 83 ans et travaille toujours. Il a déclaré au magazine People « Je n'ai pas l'intention d'arrêter ». Il tournait Ransom Canyon et narrait la dernière saison de Sweet Tooth. Il plaisantait en disant que Streisand avait fait moins de films, mais qu'il compensait par sa quantité. 97 films et 600 heures de télévision. Il a ajouté que ce qui l'excitait le plus, c'était son prochain projet. Ransom Canyon, a ramené Brolin au western. Il y incarnait un éleveur nommé Cap Fuller, qui meurt dans l'épisode 9. Il aurait aimé que son personnage reste plus longtemps. La série était également la première grande production Netflix alimentée par l'énergie solaire. Le tournage a eu lieu sur 240 km au Nouveau-Mexique. À la même époque, Brolin achevait la narration des 3 saisons de Sweet Tooth. Il a évoqué sa longue histoire avec les chevaux et a déclaré que la réalisation restait sa passion, mais que jouer le rôle lui donnait de l'énergie.